Alors j'avais prévu de vous présenter Splend et de vous présenter Caroline Trouillet, la conférencière et journaliste, mais nous avons le bonheur d'avoir avec nous Sylvain Ernaud, également journaliste à Splend et qui va donc lui-même vous présenter Splend. Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence en cette fin de matinée. Donc effectivement, je m'appelle Sylvain Ernaud, je suis membre, parmi les membres fondateurs de Splend. Je suis membre du comité éditorial bénévole. Donc en fait, c'est le noyau dur de l'association qui sélectionne et accompagne les enquêtes. Puisque effectivement, on est une association, on se présente aussi comme une ONG, je vais vous expliquer pourquoi, mais nous sommes aussi et surtout un média, média professionnel qui fait de l'information sur, entre autres, les questions environnementales et les sujets sensibles. On a 2 ans, si on prend la date de l'Assemblée Générale Constitutive, c'est quasiment jour pour jour. Notre première enquête, en fait, celle que Caroline Trouillet va vous présenter aujourd'hui, elle a été publiée en juin 2021 et portait donc sur la pollution de l'air à l'ammoniac, en particulier en Bretagne. Et depuis, nous avons publié 3 autres enquêtes que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre site splend.org, qui porte sur les activités d'Iberdrola, que vous devez connaître en baie de Saint-Brieuc pour le parc éolien de la baie de Saint-Brieuc. Et nous, on s'est intéressé à ces activités en Amérique latine, du Mexique au Brésil. On a aussi publié la première partie d'une enquête en fait sur la filière porcine bretonne, sur Avelvor, qui est une méga porcherie aujourd'hui située à Landunvez sur la pointe finistérienne du Finistère Nord et qui est détenue par l'ex-président du comité régional porcin, puisqu'il vient de passer la main il y a quelques jours. Voilà, c'est une enquête qui a été publiée par Inès Léraud et Christine Falleron. Et la dernière en date, c'était il y a 2 semaines maintenant, elle est sortie sur la question de la méthanisation. Et donc ça, c'est Julie Lalouette-Geffreux qui vous en parlera cet après-midi. Pour vous expliquer les motivations, je pense que c'est le plus important, qui fonde cette association. D'abord, c'était l'idée de se retrouver en collectif de journalistes, parce qu'on a identifié que à plusieurs, on va plus loin évidemment, et surtout on peut faire bloc et on peut résister davantage aux pressions et aussi à l'autocensure, qui finalement la forme la plus pernicieuse et la plus courante de censure. Se constituer en association, ça nous permet aussi de mutualiser des compétences et des connaissances donc de proposer des enquêtes à plusieurs, approfondies. On a fait le pari du financement participatif qui a permis de collecter plus de 120 000 euros depuis le départ. Qui est notre première forme de financement, puisqu'on ne perçoit aucune subvention et encore moins des collectivités locales. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ensuite, on n'a aucune publicité et puis on ne perçoit pas non plus et on a convenu de ne pas accepter d'argent si ça devait se présenter. D'entreprises par le biais du mécénat d'entreprises qui se développe pas mal. Donc voilà, l'indépendance économique, l'indépendance politique et un gage pour nous de liberté pour ensuite publier chez les médias partenaires. Et donc c'est aussi la particularité de notre média. L'enquête qu'on va vous présenter ce matin, elle a été publiée sur les sites web de Mediapart, de France 3 Bretagne, du peuple breton, et est-ce qu'il y avait un autre média pour la diffusion, Radio Braise aussi, donc en français et en breton. Donc en intégralité. Plus sur notre site web. Pourquoi ? Parce que l'objet et la frustration aussi qu'on a en tant que journaliste, c'est que souvent les enquêtes, même les scoops qu'on peut sortir, elles sont
pas forcément la portée qu'il mérite parce que l'agenda médiatique est déjà très rempli. Donc pour se faire une place et encore davantage quand on est un média débutant, c'est très compliqué. Donc on s'appuie sur des médias qui ont une plus ou moins forte audience, mais en tout cas en ce qui concerne France 3 et Mediapart, une très forte audience et qui publie en intégralité et gratuitement en accès libre. En ce qui concerne Mediapart, c'est pourtant pas leur modèle économique, mais ils publient en accès libre notre enquête, ce qui permet de toucher un public très large. Voilà, on reviendra sur l'impact qu'a eu cette première publication, mais on est dans cette démarche d'avoir un journalisme d'impact qui pousse à l'action, et c'est aussi pour cette raison qu'on répond à des invitations comme celle d'Al Thomas Revert aujourd'hui, parce qu'on pense qu'il y a une complémentarité entre les associations qui font œuvre parfois de lanceurs d'alerte et les journalistes, même si voilà, on distingue quand même bien les deux, chacun sa partie. Nous, on ne va pas organiser des manifestations, mais en revanche, si on nous invite pour nous exprimer librement comme aujourd'hui, eh ben, on répond avec plaisir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur Splend? Peut-être qu'on y reviendra avec vos questions. L'idée, c'est qu'on établisse aussi un petit échange, si vous avez des remarques sur l'enquête et aussi sur notre association. Donc, je présente davantage Caroline Trouillet, journaliste freelance, donc pigiste en fait. C'est-à-dire qu'elle travaille avec plusieurs publications. Enfin, aujourd'hui, tu es salarié de Radio Bourgognette à Pontivy. Mais au moment de l'enquête, tu collaborais avec, par exemple, le magazine Village, la Grenouille à grande bouche ou publications de ce type. Oui, ce qui peut toujours être le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais j'ai aussi une casquette radiophonique salariée maintenant. Ouais. Et donc Caroline fait partie des membres fondateurs aussi de l'association. Et cette enquête avait débuté, vraiment le go a été donné même en août, avant même qu'on dépose les statuts de l'association. On s'était d'abord intéressé à ce qui se passait du côté du port de Saint-Malo en lien avec le trafic entre guillemets légal, hein, mais d'ammonitrate. Et si vous vous souvenez de la catastrophe de Beyrouth, donc on était parti de l'ammonitrate et on s'est retrouvé à enquêter et à publier surtout sur l'ammoniac. Est-ce que tu veux commencer par nous expliquer quel est l'enjeu de s'intéresser à l'ammoniac, pourquoi c'est un problème, et en particulier en Bretagne? Oui, alors pour revenir sur les débuts de l'enquête, tu parlais, Sylvain, des ammonitrates et des enjeux sur le port de Saint-Malo. Il y avait aussi, en fait, notre préoccupation, c'était de regarder du côté d'un géant industriel qui produit des engrais azotés. Donc, et là, pour le coup, qui s'appelle Roulier. Et là, cette production ne concernait pas les ammonitrates seulement, mais des engrais à base d'azote qui sont donc déversés dans les champs pour amender les cultures. Et en fait, à Saint-Malo, il y avait un grave problème de pollution à l'ammoniac qui souciait la population. Et à cette occasion, en fait, on a décidé d'aller voir plus largement, de sortir du terrain assez local qui était celui de Saint-Malo, pour regarder les enjeux de cette pollution à l'échelle de la Bretagne. Puisqu'il y a un enjeu absolument régional et national, la Bretagne étant la première région émettrice d'ammoniac. Il était donc nécessaire de s'y pencher de manière plus fine et de comprendre pourquoi la Bretagne est en tête de ce triste classement. Alors l'ammoniac, pour expliquer de manière assez simple et basique de quoi on parle, c'est un gaz en fait qui se dégage dans l'air suite à la décomposition dans la nature de matière végétale, de matière animale. Et dans le domaine de l'agriculture, il est surtout émis, dégagé suite aux déjections animales. Donc on le retrouve dans les lisiers qui sont déversés dans les champs pour amender les terres. Et puis dans tout ce qui est installation agricole, industrielle, ou pour la poulailler sur caillebotis, porcherie sur caillebotis, on a une concentration d'ammoniac dans l'urine et les déjections animales. Et
Donc voilà, l'ammoniac est un gaz présent aussi dans le corps humain et à l'état naturel. Mais en Bretagne, la problématique est qu'il y a une telle concentration de cheptels qu'on se retrouve avec une pollution qui est très conséquente. Donc, la Bretagne concentre 17% des émissions nationales, ce qui la place en tête des régions émettrices, pour la simple raison qu'elle concentre aussi la moitié des élevages qui sont les plus gros, qui sont soumis à autorisation, parce qu'ils sont en fait classés, parce qu'ils peuvent comporter un risque pour la protection de l'environnement. Donc la moitié des élevages français, ou des industries françaises en tout cas classées ainsi, sont en Bretagne. Et oui, l'ammoniac est issu aussi à 95% de l'activité agricole et à 80% de l'élevage. Donc voilà pourquoi la Bretagne étant une région particulièrement, qui accueille la plupart des élevages en France, est en tête pour la production d'ammoniac. Je vais rappeler quelques chiffres par rapport justement à la concentration en Bretagne de la production et de l'élevage de viande, de lait, de porc. On a, il y a 58% du cheptel et de la production porcine nationale qui sont en Bretagne. Un poulet sur 3 aussi vient de Bretagne et 21% des élevages laitiers sont en Bretagne. Maintenant, pourquoi s'intéresser à l'ammoniac? Quels risques il pourrait y avoir pour la santé? On a identifié différentes études et aussi suite à des échanges avec des médecins pendant l'enquête qui nous ont fait comprendre qu'il y avait aussi urgence à hisser l'enjeu de l'ammoniac comme une vraie question de santé publique, au même titre que la pollution de l'eau. Enfin, c'est vrai, quand on parle de pollution environnementale, la pollution de l'air était un petit peu le parent pauvre aussi de ces débats-là. Donc, l'étude la plus récente est une étude américaine, en fait, qui a été publiée juste au moment de notre enquête, en mai 2021. Et c'est la première étude finalement qui impute directement des décès qui seraient causés par la pollution de l'air à de la production et de la consommation de viande. Cette étude montrait notamment que presque 70% des décès liés à l'ammoniac l'étaient par rapport à l'activité agricole, à la pollution de l'air générée par l'activité agricole. Ensuite, en mars 2019, il y a une étude de l'Institut Max Planck, une étude allemande, qui évoque 67 000 décès prématurés, c'est-à-dire qui pourraient être évités en France, qui sont causés par la pollution de l'air aux particules fines. Et là, il faut que je précise une chose. Pourquoi là je parle des particules fines? C'est que l'ammoniac, en tant que tel, n'est pas un polluant qui est réglementé dans l'air. Il n'y a pas de réglementation. C'est pour ça qu'on peut encore trouver dans des documents, notamment d'élevage, qui déposent des demandes d'autorisation, qu'il n'y a pas de risque avéré pour la santé humaine par rapport à l'émission de l'ammoniac. Le problème, c'est qu'il est un précurseur très important des particules fines, et des particules très fines surtout. Donc il y a des particules qu'on appelle PM10, mais il y a les plus fines encore, les PM2,5. C'est d'elles dont on parle quand il y a des alertes aux pollutions régulièrement au printemps souvent. L'ammoniac est un précurseur très important de ces particules-là qui en fait sont capables de passer la barrière pulmonaire et d'arriver dans le sang. Et ces particules-là, elles sont la cause de décès prématurés, comme je le disais, mais pas seulement par rapport à des maladies respiratoires, mais aussi, surtout, à des risques d'infarctus et de maladies cardiovasculaires. Ça a été défriché assez récemment, donc, par cette étude notamment en 2019, qui annonce quand même des chiffres qui sont 20 000 fois supérieurs à ceux de Santé publique France qui annonçait 48 000 décès prématurés liés à la pollution de l'air. Un chiffre qu'on va retrouver parfois dans des banderoles quand on est sur la route, sur la 4 voies. Et c'est pas, en fait, la problème de pollution à l'ammoniac n'est pas du tout récent. On n'a pas forcément eu des révélations incroyables dans cette enquête. Mais le problème, c'est que c'est un sujet qui est connu, qui est depuis les années 90. Dans les années 90, il y avait déjà des études
notamment d'un docteur, le docteur Lallemand, qui dans la région de Dinan avait observé une pollution à l'ammoniac très importante. Il avait même évoqué une pollution, une des plus importantes d'Europe, et il en appelait à la vigilance, à la nécessité de mettre en place des études épidémiologiques, à la nécessité de réhabiliter des talus quand il n'y en avait plus, pour aussi briser en fait la volatilisation de cette pollution. Puisque, petit détour aussi, je parlais tout à l'heure des particules fines, l'ammoniac en fait peut se volatiliser très loin. Il se combine avec d'autres polluants qui vont être ceux du trafic routier ou du chauffage généré par l'activité humaine. Et donc former des particules fines qu'on va retrouver à Rennes, qu'on va retrouver même à Paris. Donc il a aussi sa grande part de responsabilité dans les pollutions urbaines. Donc voilà, je parlais des années 90 où il y a eu des études statistiques réalisées aussi aux Pays-Bas pour en fait introduire effectivement le fait que c'est un sujet de santé publique qui a mis beaucoup trop longtemps à être traité comme tel, à la hauteur de l'enjeu sanitaire qu'il représente. Ensuite, ce qu'on a observé dans l'enquête, c'est la défaillance du système de surveillance de ce polluant et aussi de régulation en termes de politique publique. En France, il y a des associations qui sont chargées par l'État de surveiller la qualité de l'air. Ce sont des ASQA, Associations de surveillance de la qualité de l'air. En Bretagne, il s'agit d'Airbraze. Airbraze a une tâche très importante par rapport aux chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure, de surveiller cette pollution-là, à l'ammoniac, aux particules fines. Pour autant, elle est la plus pauvre de France. Elle est peu dotée, ce qui ne lui a pas permis de mettre en place les outils nécessaires pour mesurer l'ammoniac, comprendre quelles conséquences il peut avoir sur la santé et aussi l'ampleur de cette pollution en Bretagne. Dans les années 2000, Airbraze avait pourtant mené des études dans la région de Lamballe parce que c'était un secteur où la concentration des élevages était la plus importante des Côtes d'Armor. Et les résultats de ces études étaient assez alarmants. On avait des pollutions à l'ammoniac qui étaient 8 fois supérieures à ceux mesurés aux abords de Rennes, qui approchaient des seuils d'alerte par rapport aux critères qui avaient été définis aux Pays-Bas déjà bien avant, par exemple. Et pour autant, en fait, de 2000-2002, là, quand ces études ont été faites, à 2016, il n'y a pas eu de mesures, d'études réalisées par Airbraze sur ce sujet-là. Faute de moyens, tout simplement. Parce que installer des capteurs, ça coûte très cher. Donc il y a un capteur qui mesure l'ammoniac en continu dans l'air, qui a été installé à Merléac, dans les Côtes d'Armor, il y a 2 ans, en 2019. Il y a un deuxième capteur qui a été installé récemment, mais il y a quand même eu 10 années, 15 années de no man's land sur la mesure de ce polluant-là. Je disais que Airbraze était l'association de surveillance de la qualité de l'air la plus pauvre de France. C'est aussi parce que ces associations-là, elles sont financées par une taxe sur les activités polluantes qui concerne les industries. Les industries, elles doivent payer cette taxe quand il y a une pollution trop importante. Or, finalement, la Bretagne est peu dotée, enfin moins dotée en industrie que la région Normandie, par exemple, ce qui fait que Airbraze se retrouve avec d'autant plus de besoins de subventions publiques pour compenser à ce peu de financement qui vient des industries, qui vient de cette taxe. N'hésite pas, Sylvain, à me recadrer. C'est très bien, rien à dire. Je reviens un petit peu sur les questions de santé. Notre objectif dans cette étude n'a pas été de mettre en cause particulièrement la profession agricole. En tout cas, on a fait une carte, malheureusement là, on ne peut pas vous la montrer, une carte avec des points où on identifie assez clairement les endroits en Bretagne qui sont les plus émissifs d'ammoniac
Ces points correspondent aux exploitations agricoles, aux élevages qui ont déclaré leurs émissions, donc qui sont les plus ou moins émetteurs. Donc on a des points de différentes grandeurs qui représentent qui représentent la pollution plus ou moins grande de tel élevage à l'ammoniac. Mais la profession agricole, elle aussi, est consciente quand même des enjeux de santé publique par rapport à l'ammoniac, et notamment les éleveurs sont les premiers concernés. L'INRAE a mis en place des études épidémiologiques qui ont montré qu'il y avait une prévalence chez les éleveurs par rapport à des maladies pulmonaires, cardiovasculaires. Et c'est pour ça qu'elle a mis en place des seuils aussi professionnels, au-delà desquels, d'exposition professionnelle, au-delà desquels les éleveurs devaient faire attention à ne pas dépasser. Il y a aussi un guide des bonnes pratiques qui a été mis en place par l'ADEME en 2019, qui préconisait différentes mesures pour limiter la pollution à l'ammoniac, aux particules fines dans les élevages. Parmi ces bonnes pratiques, on a adapté l'alimentation des animaux, donc une alimentation qui serait beaucoup moins forte en azote, puisque j'ai parlé des effluents d'élevage, mais les engrais azotés sont aussi une des causes les plus importantes des émissions d'ammoniac. C'est juste qu'en Bretagne, les émissions sont beaucoup plus liées à l'épandage de lisier qu'à l'utilisation d'engrais, comme ça peut être le cas dans d'autres régions en France. Disons que les engrais, on en a déjà suffisamment grâce ou à cause des effluents justement. Donc, voilà. Moins que dans des régions céréalières, besoin de... Exactement. Pour autant, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est important de parler des engrais azotés parce que la France est le premier marché européen pour ces engrais-là. Il y a un enjeu financier et économique très important. Et aussi, par rapport à l'exposition au risque pour la santé, l'ANSES a défini une norme, parce qu'on a le droit de se demander, mais en fait on est un peu perdu à partir de à quel point être exposé à l'ammoniac c'est dangereux pour la santé. Quand on y est exposé directement, il peut y avoir des effets de picotement, de gêne, de phénomènes ORL. Mais sinon, pour une exposition plus chronique, l'ANSES a défini une norme qui est de 500 microgrammes par mètre cube, donc ça ne va sûrement pas vous parler. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans le milieu scientifique sur ces seuils-là. Et qu'aux États-Unis, des agences environnementales ont défini des normes qui sont 5 fois moins exigeantes, par exemple. Airbraz avait pris comme étalon, comme norme, justement, 100 microgrammes par mètre cube, donc 5 fois moins, quand elle avait fait ses études dans les années 2000. Ensuite, on a rencontré un problème, une problématique dans cette enquête, c'est comment bien mesurer l'ammoniac, comment se fier aux chiffres qui sont disponibles. Nous, on s'est basé sur des bases de données officielles, qui sont issus en fait du recensement des exploitations agricoles et des déclarations des exploitants eux-mêmes. Or, tous les exploitants agricoles ne sont pas tenus de déclarer leurs émissions d'ammoniac. Il y a des seuils à partir desquels ils doivent le faire. Ces seuils sont assez hauts, donc on est sur des élevages qui sont sur un schéma assez industriel, très important. Par exemple, enfin non, c'est pas par exemple, tout à fait, on a un seuil de 40 000 emplacements pour les volailles. Donc en dessous de 40 000 emplacements, les élevages ne déclarent pas leurs émissions. 2000 places pour les porcs. Et à ce sujet-là, c'est intéressant de voir qu'en 2013, on était sur 450. Le seuil était quand même bien plus bas. Mais la FNSEA a exercé une certaine pression pour pouvoir relever ces seuils-là en 2013. Et 750 emplacements pour les truies. Alors, ce qu'on voit... c'est qu'il manque les bovins. Il manque les bovins, voilà. Les élevages bovins, les exploitants des élevages bovins ne sont pas tenus de déclarer leurs émissions. Et ça aussi, c'est un vrai trou noir dans les chiffres, puisque selon la Chambre d'agriculture elle-même, plus de 20% de l'ammoniac est émis pendant la stabulation des vaches.
Et en Bretagne, il y a aussi un nombre important d'élevages laitiers où finalement le pâturage est de moins en moins aisé et les vaches, elles restent voilà, assez peu de temps dehors, faute de place. Donc, ça fausse vraiment les chiffres, cette absence des élevages bovins. Selon Airbus, finalement, il faudrait en fait savoir dès la première tonne d'ammoniac émise. Il faudrait avoir ces chiffres-là pour pouvoir bien mesurer l'ammoniac. Et bien le mesurer, ça veut dire aussi bien appréhender ses conséquences pour la santé publique, pouvoir adopter des outils de régulation publique et de prévention qui soient adaptés, etc. Or, on remarque aussi que dans la littérature scientifique, on a dû aller chercher des études qui étaient publiées aux États-Unis notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi aux Pays-Bas. En tout cas, dans la littérature scientifique, des publications en anglais, et qui nous ont montré qu'il y avait aussi une carence en fait d'études académiques sur le sujet, qui justifiait parfois toute l'inertie qu'il y a au niveau des forces publiques à mettre en place des mesures qui aient des réels effets. Oui. Il y a une incidence sur le milieu aussi, on a parlé des incidences sur la santé, mais il y a aussi une incidence des retombées ammoniacales à proximité de ces élevages. Oui, il y a en fait un effet de cumul qui est particulièrement préoccupant en Bretagne. Quand il y a un élevage qui dépose une demande d'autorisation pour s'agrandir ou s'installer, dans la procédure, l'autorité environnementale demande à ce qu'il y ait un regard sur le nombre d'exploitations autour qui existent déjà, puisqu'il y a un effet de cumul qui fait que la pollution en particules fines va être de plus en plus conséquente en fonction de cette accumulation d'élevage. Donc, on a des retombées ammoniacales aussi dans les cours d'eau. Il y a eu un certain nombre d'accidents issus de ruptures de lisier par rapport à des méthaniseurs ces dernières années, notamment dans le Finistère. Et là, c'est une pollution aussi à l'ammoniac des cours d'eau. C'est pas le même ammoniac. Il s'écrit QUE à la fin. Et celui-là est sous forme liquide. Mais en tout cas, on est aussi face à une pollution conséquente. Voilà. Ouais. Non, mais c'était important de le signaler et on y reviendra peut-être tout à l'heure parce que c'est aujourd'hui ce qui permet à des associations qui s'opposent à des constructions, notamment d'élevage de volailles intensifs, d'enfoncer un coin hein, dans la défense des promoteurs. C'est aussi les questions environnementales et retombées à proximité. Il y a des réglementations qui existent depuis un certain nombre d'années, des réglementations au niveau européen. L'Union européenne a mis en place une directive en 2016 qui imposait déjà à la France de réduire ses émissions d'ammoniac de 13% d'ici à 2030. Depuis, on n'a pas beaucoup avancé. La France a été épinglée récemment par Bruxelles, par la Commission des finances du Sénat, qui se disait, bon, là, vous êtes vraiment mal partis, il y a un réel manque de régulation. Et ce manque de régulation, on peut quand même l'expliquer par le poids politique de la profession agricole, mais aussi tout le désavantage compétitif que pourrait comporter la mise en place de réelles contraintes, de mesures contraignantes par rapport à l'activité agricole, et notamment limiter les cheptels, notamment être vigilant quand il y a des demandes d'autorisation, d'extension de porcheries ou de poulaillers, d'élevage industriel. Par exemple, un pendillard, qui est un dispositif qui permet d'éviter une grande partie de la volatilisation justement de l'ammoniac dans l'air au moment des épandages, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros si on veut en installer un sur un système d'épandage. Donc ça, plus des systèmes d'aération des bâtiments, plus une meilleure alimentation des bêtes, etc. Bah là, comme tu le dis, il y a un conflit en termes de compétitivité.
Et comme parfois les prix sont assez bas, tout ça, ça se joue à quelques pourcentages. Donc malheureusement pour la santé publique, l'arbitrage se fait au détriment de la santé. C'est ce que tu montres aussi. Oui. Oui, on a un deuxième volet justement qui détaille, qui va plus loin dans la question de la problématique des régulations. Alors, on a épluché, là je dis on parce que je n'étais pas du tout toute seule sur ce volet-là de l'enquête en tout cas, on a épluché les avis de l'autorité environnementale qui observe à la fois toutes les demandes des industries et des élevages quand ils souhaitent s'étendre ou mettre en place une nouvelle installation. Mais l'autorité environnementale donne aussi son avis sur les politiques publiques, notamment les collectivités récemment ont dû définir leur plan climat, eau, air, énergie, c'est-à-dire un plan sur les, je ne sais plus si c'est sur les 5 prochaines années, enfin en tout cas c'est voilà ce qui va nous arriver, et plan de prévention pour être vigilant quant au développement d'installations par rapport à la pollution de l'eau, à la pollution de l'air. Et donc l'autorité environnementale a remarqué qu'il y avait une réelle sous-estimation de l'enjeu de pollution de l'air dans les dossiers des collectivités locales et même de la région qui préparait son plan FEDER. Donc FEDER, c'est le Fonds européen de développement économique rural. Voilà, l'autorité environnementale mettait en avant le fait qu'il y avait un aveuglement des politiques publiques par rapport à l'enjeu de la pollution de l'air. Et concernant les dossiers des élevages, on a encore dans les dossiers d'extension, demande d'autorisation, des phrases comme que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'études qui prouvent le risque réel de la santé sur l'ammoniac, ce qui est faux parce qu'il suffit de faire quelques recherches pour démontrer le contraire. Et ensuite, on se rend compte, enfin, l'autorité environnementale a pu mettre en avant le fait que pour les éleveurs, pour les exploitants, à partir du moment où ils sont dans la réglementation, il n'y a pas de problème. Et ce qui est vrai, hein, d'ailleurs, dans notre étude, nous, on ne pointe pas des situations illégales. Tous sont dans la réglementation. Mais il n'y a pas de pensée dans l'ordre préventif, en fait. Comment on peut prévenir cette pollution-là. Et il y a un certain nombre de méthodes qui doivent être mises en place pour éviter les risques de pollution. On a couvrir les fossalisiers, adapter l'alimentation des animaux, se doter de systèmes d'épuration d'air. Mais là, on peut arriver à des systèmes qui sont très coûteux et qui sont assez contradictoires avec les logiques qui poussent les élevages à s'agrandir. Une logique où il y a déjà un prêt derrière, où les contraintes liées à des normes environnementales ne sont pas la priorité. Des dérogations sont aussi possibles, accordées par la préfecture, par le préfet ou la préfète, quand un élevage arrive à prouver qu'il ne peut pas mettre en place telle technique de limitation de la pollution de l'air, parce que ça pourrait mettre en péril l'équilibre économique de la structure, de l'exploitation. Donc voilà, on est toujours face à cet équilibre, à cet enjeu. On peut rajouter un chiffre qui montre qu'on n'est pas du tout sur la bonne direction. C'est un objectif qui est fixé par l'Union européenne en termes de réduction des émissions d'ammoniac par la France. Il est vraiment pas très ambitieux par rapport à d'autres polluants. Il est de moins 13% entre 2005 et 2030. Or, on est sur une stagnation en France et on est sur une augmentation des émissions, en tout cas des émissions déclarées, pour la Bretagne de l'ordre de 1%. C'est pas énorme, mais disons qu'il faudrait que la Bretagne contribue vraiment de façon importante, puisque c'est la première région en termes d'émissions, donc il faudrait que la Bretagne soit plus active que les autres encore. Et
et au contraire, on va dire que voilà, on est sur une dynamique bretonne et donc nationale qui est toujours de stagnation, voire d'augmentation des émissions. Mhm. Oui, pour prendre un peu de hauteur à l'échelle nationale aussi, et poursuivre sur la question des régulations mises en place par les politiques publiques, il y a une proposition qui a été suggérée par la Convention citoyenne pour le climat, c'était de taxer la pollution à l'ammoniac, de taxer la production d'engrais azotés pour limiter la pollution de l'air. Cette proposition, elle a été faite dans un premier temps dans le cadre de le vote pour le budget. Mince. Il y a eu un projet de loi qui a suivi la convention avec quelques mesures et ça a été écarté à ce moment-là. En tout cas, cette proposition, elle a été faite dans un dernier temps dans le cadre de la loi climat. Projet de loi de finances aussi. Du projet de loi de finances. Forcément, parce que c'était une proposition de taxe, donc c'est ça. il fallait que ça apparaisse là-dedans. Et puis elle est revenue par l'entremise du projet de loi climat par la suite, mais rejetée par l'exécutif pour l'argument de risque de perte de compétitivité de la France par rapport à ses comparaisons européens, du fait de taxer les engrais azotés qui, comme je disais tout à l'heure, sont les engrais azotés sont le premier marché en France. Pardon, je reprends ma phrase. La France est le premier marché européen pour la production de produits azotés. Donc il y a un réel enjeu économique derrière. Je peux me permettre un mot là-dessus? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une actualité cette semaine, je ne sais pas si tu as vu passer ça. Pour fabriquer ces engrais azotés, on a besoin de gaz fossile. Or, vous savez qu'on a une problématique maintenant d'importation du gaz fossile en France. Donc, des industriels comme Yara ont déclaré qu'ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir répondre à la demande pour produire ces engrais. Donc, Yara, c'est un industriel de quel pays? Norvégien? Norvégien, ouais, qui a des usines à Saint-Nazaire et au Havre, au minimum. Je crois qu'il y en a potentiellement une autre. Mais donc il y a Yara, ouais, et donc c'est vraiment un acteur majeur de cette chaîne. Et j'ai entendu ce matin sur France Inter aux infos, je vais pas vérifier cette info pour l'instant, mais je fais confiance à la consoeur qui présentait le journal en disant que le gouvernement avait convoqué les industriels de la fabrication d'engrais pour leur demander d'intensifier leur production. Donc vous voyez qu'on est vraiment à l'inverse de cette démarche de sortie des engrais azotés qui a été pointée par la convention sur le climat, à la fois pour des questions de pollution de l'air et aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Oui. Et on disait au tout début de comment est née l'enquête, on s'est intéressé à un industriel, un grand producteur d'engrais qui est le concurrent de Yara, mais qui est un producteur français, c'est Roulier, qui est basé à Saint-Malo. C'est intéressant de remarquer ce qui s'est passé à Saint-Malo, justement. On a observé que du début des années 2000 à 2018, il y a eu une pollution importante, potentielle à l'ammoniac, dans la ville de Saint-Malo, qui est complètement passée à la trappe. De la surveillance de la DREAL, enfin voilà, des autorités régionales et étatiques. Pourquoi? Parce que, en fait, comme certains élevages, des industries, quand elles demandent des autorisations d'exister, d'exploiter, elles sont régulées par rapport à des cases assez précises. Et Roulier, en fait, n'avait pas déclaré très clairement qu'il exploitait des engrais à base d'azote. C'était plutôt la case broyage de matière minérale, puisque Roulier est connu depuis sa création pour exploiter le merle, qui est une algue corallifère, qui est utilisée pour amender les sols depuis très longtemps. Donc finalement, ce n'est qu'en 2018, suite à la mobilisation de riverains des usines de Roulier, suite à la mobilisation des associations environnementales, notamment Eau et Rivières de Bretagne, que la préfecture s'est sentie obligée de demander des comptes à la TIMAC et de demander une surveillance continue de ces taux d'ammoniac émis par les cheminées de ces usines. Et là, les autorités se sont rendues compte qu'effectivement, il y avait un réel problème. Les normes étaient bien supérieures
enfin les émissions étaient bien supérieures aux normes qui sont fixées, puisque même si l'ammoniac n'est pas réglementé dans l'air ambiant, par contre, il y a des normes qui existent pour tout ce qui est pollution industrielle, c'est-à-dire par exemple, la roulis ne peut pas émettre plus de 50 mg par mètre cube d'ammoniac au point précis de ses cheminées. Donc voilà pourquoi aussi on a du mal, quand on fait ce genre d'enquête, à pouvoir avoir des chiffres qui soient les plus précis possibles, puisqu'on a un système de surveillance des industries qui est lâche et qui permet des situations comme celle-là où pendant 10 ans, en fait, on ne sait pas à quoi ont été exposées les populations. Sylvain, est-ce que tu veux m'aider à poursuivre ou conclure? Peut-être que le public aussi voilà, a des questions à ce stade. C'est vrai que le volet TIMAC est intéressant, on a peu l'occasion de le développer. Donc si vous avez des questions en particulier là-dessus, ça peut être l'occasion. Donc on commence plutôt sur les questions enquête, et ensuite si vous avez des questions sur notre structure, sur l'assaut, on y reviendra. Oui. Voilà, allez-y. Donc merci pour votre intervention et j'aurais aimé avoir des précisions sur l'action de l'ammoniac sur la santé. Quels symptômes à court terme, à moyen terme et à long terme surtout. Tu veux répondre? Alors, l'ammoniac, quand on y est exposé, par exemple, ça vous est peut-être arrivé de sentir cette odeur très âcre en passant à côté d'un poulailler. On peut avoir des effets quand on est exposé vraiment directement en fait, à l'ammoniac. Par exemple, voilà, tout à côté d'un poulailler ou pour les éleveurs qui travaillent dans ces conditions-là, d'irritation des muqueuses, de phénomènes un peu ORL, de picotement des yeux. Ensuite, pour parler des effets plus conséquents sur la santé, la principale problématique de l'ammoniac, c'est qu'il est, comme je disais tout à l'heure, un précurseur des particules fines, c'est-à-dire qu'il participe, il est un des agents qui participe le plus à la formation des particules fines. Et elles ont un effet sur la santé, par contre, qui a été bien documenté et mesuré. Ces effets-là, ce sont le risque de maladies cardiovasculaires, d'infarctus, maladies respiratoires également, donc cancer. C'est un phénomène assez complexe, c'est-à-dire que l'ammoniac, il va pas provoquer à lui tout seul les particules fines, il va se combiner avec d'autres polluants qui sont issus du trafic routier et être très diffus, très volatile, voyager loin. Et donc c'est des effets qui vont être observés sur toute une vie en fait. Et pour reprendre les chiffres qu'on a, Santé publique France annonce 48 000 décès qui pourraient être évités suite à cette pollution-là. D'autres études parlent plutôt de 67 000 décès qui pourraient être évités. Ouais. Après, il y a, comme je disais aussi, des normes d'exposition chronique qui ont été définies par l'ANSES. Mais ces normes ne font pas consensus et elles ne concernent pas du tout le risque cancérigène aussi, il n'a pas été étudié. En fait, il y a aussi un manque d'études académiques et scientifiques à ce sujet-là. Et cette norme-là, qui est de 500 microgrammes par mètre cube, elle est aussi différente de celle qui a été mise en place dans des États américains qui sont 5 fois plus exigeants. Donc voilà pourquoi on a le droit d'être assez vigilant par rapport à cette pollution et surtout d'appeler à davantage d'études académiques et scientifiques. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est que dans les documents, donc on vous disait que l'INRAE ou la Chambre d'agriculture de Bretagne ont produit à la fois des guides pour réduire les émissions, mais aussi des formations
L'une d'elles avait été donnée en 2020 lors du SPACE à Rennes, donc le grand salon de l'élevage, salon international de l'élevage. Alors à l'époque c'était en visioconférence, et donc ça nous arrange parce que cette visioconférence elle était disponible sur YouTube. Et deux chercheurs étaient intervenus à cette occasion en expliquant en fait qu'il fallait absolument porter un masque quand on se trouvait en particulier dans un élevage de volailles, vu la concentration d'ammoniac à cause du risque à terme de développer un cancer, pas seulement une irritation ou des problèmes temporaires, oculaires, mais et on pense donc évidemment aux éleveurs, mais ceux dont on parle moins ce sont les ouvriers de ces élevages, et aussi les intérimaires qui sont dans les ramasseurs de volailles. Vous savez, ce métier, probablement l'un des pires métiers de France, qui consiste en pleine nuit, au moment où les volailles sont à moitié endormies, à les ramasser pour les mettre dans les camions. Donc ils interviennent dans une atmosphère qui est totalement saturée en ammoniac. Et eux en fait devraient porter ces masques. Et là je vous parle pas d'un masque chirurgical, hein. Je vous parle d'un masque vraiment à gaz qui a des cartouches, vous voyez, pour filtrer l'air. Donc la recommandation et l'image de ce masque à gaz, je pense qu'elle est assez parlante. Elle était utilisée lors de cette formation pour alerter les professionnels. Mais bon, il n'y a pas d'obligation de les porter. Puis voilà, vous savez, potentiellement l'effet d'entraînement, la fourniture aussi de matériel, si elle n'est pas faite et comme ça coûte cher, on économise là-dessus. Et puis ces pauvres ouvriers qui sont vraiment la dernière roue du carrosse, mettent leur santé, leur vie en danger. Je pense à une chose aussi, c'est qu'on a fait le lien, en fait, sur notre carte, la carte qu'on a mis en place des émetteurs d'ammoniac, on voit clairement que la région du Nord Finistère, du Léon, est vraiment celle où il y a une concentration d'ammoniac la plus importante, due à une concentration d'élevage aussi la plus importante. Et quand on regarde les cartes de l'ARS, on voit aussi que ce sont des zones où il y a une prévalence pour l'asthme, par exemple, et pour des maladies respiratoires. Donc là, ça peut concerner aussi l'usage de pesticides, mais c'est tout ce qui est, en fait, tout ce à quoi sont exposés les agriculteurs et les éleveurs dans le cadre de leur activité quotidienne. Pulvérisateurs, enfin voilà, pollution de l'air. Donc on a en droit de demander des études épidémiologiques pour aller plus loin. D'autres questions ? Je n'ai pas l'habitude de parler au micro, mais je voudrais juste est-ce qu'il y a des études de la canicule et l'ammoniac? Est-ce qu'on sait que si avec 40 degrés, comme on l'a eu, est-ce que ça impacte plus la santé en fait? Est-ce que dans l'air, l'ammoniac a plus de risques? Est-ce que on sait? Alors pas sur la canicule ou des températures extrêmes de 40 degrés, mais probablement, mais je pèse mes mots, mais sur ensuite les mesures. On vous a parlé des émissions, mais on a aussi les mesures qui sont réalisées en particulier par satellite depuis une dizaine d'années. Le réseau de satellites Copernicus de l'Union européenne arrive à mesurer la concentration d'ammoniac dans l'air dans le monde entier en fait. On peut voir qu'on n'est pas la région, on n'est pas le pays le plus mal loti. Il faut aussi à chaque fois évidemment relativiser par rapport à l'Inde ou à la Chine pour d'autres raisons, notamment des raisons algales d'ailleurs. Mais il y a une hausse de cette concentration dans l'air.
Et l'hypothèse qui est faite, c'est que la hausse des températures, et en particulier au printemps, au moment des épandages, là où on arrive à identifier des pics d'ammoniac et des pics de particules fines dans l'air, cette hausse de température, notamment au printemps 2020, vous vous rappelez, nous étions confinés chez nous, parfois dans le jardin, mais pas beaucoup plus loin, donc pas de circulation routière ou très peu, et un pic de particules fines sur toute la moitié nord de la France. Là, l'agriculture a pris une part prépondérante puisque c'était en avril, mars-avril, la pleine saison des épandages, et il faisait très beau. Il faisait très beau et de plus en plus chaud. Donc malheureusement, il faudrait en fait aller beaucoup plus vite pour réduire probablement plus que les objectifs qui ont été fixés, puisque d'autres facteurs, d'ailleurs ça concerne aussi les algues vertes, d'autres facteurs climatiques ont une influence sur la volatilisation. En fait, là, je ne sais pas le dégagement de l'ammoniac, c'est pas la quantité d'ammoniac, c'est pas la quantité d'azote qui est répandue dans le milieu, mais c'est la volatilisation, et donc quand il fait plus chaud, voilà, ça se volatilise davantage. Merci. Bonjour, merci. Vous avez au début parlé d'une étude qui faisait état de 60% de complications liées à l'azote qui étaient liées à l'agriculture, si j'ai bien lu les chiffres. Et ma question, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais ma question c'est d'où vient quelles sont les autres sources d'ammoniac, pardon, l'azote mais c'est l'ammoniac, autres que l'agriculture. Donc ça c'est ma première question, si vous savez. Et ma deuxième question c'est s'il y a des mesures qui sont prises sur les élevages, etc. Est-ce qu'il y a une quantification de la réduction de production d'ammoniac à la suite de ces restrictions? Par exemple, vous avez parlé de couvrir les fosses à purin, d'avoir des systèmes au moment de l'épandage, etc. Est-ce qu'il y a une quantification ou est-ce que intrinsèquement lié à la proportion des élevages, de toute façon il y aura des rejets importants? Voilà. Oui, je pense que vous vouliez faire référence à l'étude que j'ai mentionnée au début, effectivement, une étude américaine qui évoquait 69% exactement de décès liés à l'activité agricole par rapport à l'ammoniac, à la pollution de l'air et plus précisément l'ammoniac. Oui, pardon. Oui, c'est ça. En fait, les chercheurs de cette étude attribuent à l'activité agricole intensive, à préciser, le décès de 17 900 personnes par an aux États-Unis, dont 69% liés à l'ammoniac. Et en fait, cette recherche, elle est la première à imputer directement des décès qui sont causés par la pollution de l'air à la production et la consommation de viande. C'est ça qui est inédit. Et oui, elle est chiffrée. Ensuite, l'ammoniac dont on parle, enfin, qui est dégagé dans l'air et qui va causer une pollution de l'air qui est préoccupante, est vraiment issu de l'activité agricole et de l'élevage. En tout cas, en Bretagne, on est sur 99%. Donc, voilà, pour répondre à votre question. Et, ouais. Il y a l'usine qui fabrique les petits beurres lus, qui se trouve au sud de Nantes. Je ne me rappelle plus du nom de l'industriel, donc j'ai pas envie de dire une bêtise, mais vous la trouvez, elle est identifiée aussi sur notre carte des producteurs, enfin des émetteurs d'ammoniac. Donc il y a une part aussi qui vient de l'industrie, là on voit d'ailleurs c'est l'industrie agroalimentaire, mais c'est dans leur process de production. On n'a pas cherché, c'était pas le sujet de notre enquête, on n'a pas cherché à identifier à quel moment du process de production il y avait cette émission. Mais voilà, là c'est pas lié à l'agriculture. Et sinon, il y a un fond diffus d'ammoniac qui vient tout simplement voilà, de la dégradation
toutes les matières organiques en fait. Il me semble que même l'être humain produit de l'ammoniac, mais dans des quantités beaucoup moindres. Ensuite, sur les effets des mesures qui peuvent être mises en place dans les élevages et comment elles ont pu être mesurées et quantifiées. J'aurais pas de chiffres exacts à vous proposer. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, couvrir les fossés lisiers, c'est quelque chose d'assez efficace et qui peut être simple à mettre en place. Changer l'alimentation des animaux, donc limiter les apports à base d'azote aussi, puisqu'on sait que l'azote est une source importante d'ammoniac. Oui, c'est sur le cycle de l'azote. Il faudrait un schéma, il faudrait un professeur de SVT peut-être pour aller plus loin, mais on risque de vous perdre. Ouais. Oui, dans le document dont Caroline parlait tout à l'heure, des recommandations, le guide qui a été produit, d'ailleurs en partie pour répondre aux demandes de l'Union européenne. Enfin, c'était une obligation de la France de prouver qu'elle agissait, donc sa façon d'agir, c'était pas par la contrainte, mais c'était en produisant et en diffusant un guide de bonne pratique, dont Caroline a parlé tout à l'heure. Il est chiffré. Combien ça coûte et quel est le pourcentage de réduction, donc parfois c'est 15, parfois c'est 20%, donc ce travail nous on l'a pas vérifié, mais il existe après, est-ce qu'on doit lui faire une confiance absolue, je sais pas, mais voilà. Après, il y a quelque part une impasse, quand bien même toutes ces mesures pourraient être mises en place. Quand on est face à une telle concentration d'élevage et un système aussi industriel qui est la majorité, la norme, par exemple, il y a seulement 5% des porcs qui sont élevés sur paille ou en plein air. Donc les 95% des autres sont élevés sur caillebotis, c'est-à-dire dans des bâtiments fermés, et donc les déjections elles tombent en dessous. Là, c'est du hors-sol. Donc bon, sur ce type d'élevage, on peut mettre en place toutes les bonnes techniques disponibles. Avec les effets de cumul et de concentration, on aura une pollution régionale qui sera toujours aussi importante. Je voulais apporter quelques compléments sur cette question. Donc Philippe de Rouillon-René, bon, je siège dans différents organismes. L'IFIP, donc l'Institut de la filière porcine, nous raconte que quand on met en place un séparateur de face, c'est-à-dire des racleurs qui, dans des porcheries industrielles, séparent ce qui est liquide de ce qui est à moitié solide. Pourquoi on fait ça? Parce que la partie à moitié solide est un peu plus méthanogène, donc on l'envoie dans les usines de méthanisation. Donc l'IFIP nous dit autour de 40% d'ammoniac en moins dans ce cas-là. Donc voilà, on en pense qu'on en voudra, je vous laisse à votre réflexion. Autre réflexion, c'est sur le laveur d'air, et là on atteint à peu près 50%. C'est-à-dire qu'un système de laveur d'air qui permet de laver l'air en sortie de porcherie industrielle permet d'abattre à peu près 50%. Le petit problème, quand on pose des questions aux gens qui présentent des dossiers, le petit problème, c'est qu'ils nous disent « Ah, à quoi bon mettre un laveur d'air puisqu'on a déjà du raclage en V qui nous permet de diminuer de 40% le taux de la sortie d'ammoniac. » Donc en fait, le passage à la méthanisation conduit à ne pas mettre de laveur d'air. Alors, est-ce que le laveur d'air est une obligation? La réponse, ça fait partie des meilleures techniques disponibles et elle devrait être utilisée. Elle devrait être utilisée, mais aux conditions économiquement acceptables. Autrement dit, ce n'est pas une vraie obligation. Donc je me souviens personnellement m'être un peu alpagué avec un présentateur de dossier, mais malheureusement je ne me rappelle plus de la commune, sur l'est du département, en lui disant « mais vous ne présentez pas, vous ne mettez pas de laveur d'air. Et donc on va avoir de l'ammoniac dans l'air, etc. » Ça date déjà d'il y a un an. La réponse, mais si, vous n'avez pas lu le dossier. Suite à quoi on a répondu en envoyant 3 extraits du dossier qui disaient qu'il n'y avait pas de laveur d'air. Entre-temps, il a eu dans la presse un petit journal qui s'appelle Le Petit Bleu des Côtes du Nord, enfin des Côtes d'Armor maintenant,
mais c'était déjà le pli bleu des côtes du Nord, qui a dit, qui lui a donné la parole en disant qu'on racontait vraiment n'importe quoi. Donc on a envoyé au commissaire enquêteur la preuve formelle qu'il n'y avait pas de laveur d'air. Ah! Et du coup, dans un grand souci de générosité, ce monsieur qui est un des grands barons du cochon, si j'ose dire, il va dire, dans un souci d'apaisement, nous allons mettre un laveur d'air. Donc c'est un petit exemple où se battre pour les laveurs d'air lors des enquêtes publiques est extrêmement important. Et ça peut donner quelques petits résultats, même si ce n'était pas le résultat attendu, puisqu'on ne voulait pas cette ferme usine. Merci. Avant de rendre le micro, il me semble que ça consomme beaucoup d'eau, les laveurs d'air. Hein. Le problème des laveurs d'air, c'est que ça consomme beaucoup d'eau et que les entreprises ne veulent pas. C'est à Plouane, me rappelle. C'est à Plouane. Et les laveurs d'air utilisent beaucoup d'eau. Je pense qu'on devrait pouvoir utiliser de l'eau de pluie, mais actuellement, les ateliers ne mettent pas en place, et très peu, il va y avoir des insistances sur ce sujet, de récupération d'eau de pluie pour récupérer, pour utiliser cette eau. Alors, sachant qu'une fois qu'elle a servi à laver l'air, il faut néanmoins la traiter, ce qui augmente les volumes. Ce qui augmente les volumes à traiter, ce qui est... ça pose un problème majeur d'effluent, puisque du coup ces volumes d'eau qui ont servi à traiter l'air se retrouvent avec le lisier et ça augmente les quantités de lisier. Parce qu'on le voit dans les projets d'élevage, on le voit dans les projets d'élevage, d'agrandissement d'élevage, ça figure parfois, il me semble que c'est le cas à Landunvez, à Belfort, et la balance, en fait, effectivement, ce sont des quantités astronomiques d'eau qui sont parfois détournées du réseau d'eau publique qui devrait être utilisé pour la consommation. Voilà. Quand on ouvre une porte, il y en a plein d'autres qui s'ouvrent dans ces affaires, et notamment celle de la sécheresse. Alors vous l'avez compris, c'est un sujet très complexe et un sujet très important, puisqu'on est après tout dans le hotspot de la pollution à l'ammoniac, ici dans le pays de Lamballe. On va quand même essayer de tenir le timing. On remercie vivement Caroline Trouillet et Sylvain Ernaud de leur présentation. Je précise pour tous ceux qui souhaiteraient réécouter cette conférence qu'elle est enregistrée. Je signale aussi que Splend a un stand là-bas et je crois que vous avez un fascicule. Dans l'après-midi, il arrivera et on a la capacité de faire des dons, y compris en carte bleue, figurez-vous. Donc on a tout prévu. Donc, comme c'est marqué ici, voilà, aidez-nous à nous financer pour les prochaines enquêtes ambitieuses. Et vous avez un petit fascicule sur l'ammoniac que vous vendez également. Il n'est pas encore arrivé, il faudra patienter après 13 heures. D'accord. Remarquez, il ne doit pas être très loin de 13 heures.